Une petite fille seule voit un millionnaire tomber dans la rue, ignoré de tous. Alors, elle fait l'inattendu. Laissez un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette histoire. Donnez-lui une note de 0 à 10 et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je veux vraiment savoir si mon histoire vous a plu et j'aimerais mieux vous connaître. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, je compte sur votre aide. Le soleil de juillet écrasait l'asphalte du boulevard principal de Marseille en cette matinée de mardi, et Léa observait le balai des gens qui passaient en coup de vent, sans même un regard pour elle. La fillette de 4 ans était assise sur le trottoir en face du marché du Vieux-Port, ses yeux marrons suivant chaque visage indifférent. Sa robe rose, délavée, tachée de terre, collait à sa peau moite. Elle tenait un gobelet en plastique cabossé où quelques pièces de monnaie tintaient faiblement. La petite fille comptait mentalement chaque pièce au son qu'elle produisait. Il y en avait 8. Avec 2 euros, sa mère pourrait acheter un pain au chocolat. Léa pensait au pain au chocolat tandis que son estomac gargouillait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Léa avait appris très tôt qu'il ne fallait pas pleurer. Les larmes faisaient fuir les gens. Sa mère, Sarah, était de l'autre côté de la place, fouillant les poubelles, poussant un chariot de supermarché rouillé. La femme de 29 ans semblait porter le double de son âge, sur ses épaules voûtées, dans son regard las, sur ses mains calleuses. La fillette savait qu'elle devait rester là, tranquille, en attendant que quelqu'un ait pitié de cet enfant aux pieds nus. C'était son travail. L'homme apparut, marchant lentement sur le boulevard, la cravate desserrée autour du cou. Olivier Dubois avait 58 ans. Les cheveux grisonnants et une expression mêlant fatigue et tristesse profonde. Il passa devant elle, mais il y avait quelque chose de différent dans sa démarche, une lenteur qui ne cadrait pas avec l'agitation matinale. Il marchait comme quelqu'un qui n'est plus pressé d'arriver nulle part, comme quelqu'un qui porte un poids invisible. Léa entendit le bruit sourd, comme un sac de sable qui tombe. Quand elle leva les yeux, elle vit l'homme à la cravate étendue au milieu du trottoir. Son attaché-case s'était ouvert, des papiers s'étaient éparpillés. Les gens l'évitaient avec agilité, certains jetaient un coup d'œil rapide et continuaient leur chemin. D'autres même pas ça. Un jeune à vélo faillit lui rouler sur la main, l'évitant à la dernière seconde. La fillette lâcha son gobelet et courut. Ses pieds nus frappaient le sol brûlant. Léa s'agenouilla à côté de lui et commença à lui secouer le bras. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous !» Sa voix fluette résonnait. « Quelqu'un, aidez-le, s'il vous plaît. » Personne ne s'arrêtait. Un vieil homme avec un chapeau fit un détour. Une femme chargée de sacs traversa la rue. Léa sentit la panique monter. Elle savait ce que cela signifiait quand quelqu'un restait immobile sur le sol. Elle l'avait déjà vu pendant les nuits froides, sous les arcades. « Monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous. » Ses larmes se mirent à couler. « Quelqu'un appelle une ambulance !» Sarah entendit les cris et lâcha son chariot en courant. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Léa agrippée à un homme inconscient. « Léa, viens ici !» Sarah tira sa fille, mais la fillette résista. « Il a besoin d'aide, maman. Il va partir si on ne fait rien. » Sarah chercha de l'aide du regard, mais les gens continuaient de passer. Elle connaissait bien cette indifférence. Elle sortit le vieux téléphone portable qu'elle gardait dans sa poche. La batterie était à 3%, mais elle composa le numéro d'urgence avec des doigts tremblants. Pendant que l'appel aboutissait, Léa ne lâchait pas la main de l'homme. Elle serrait cette main large et froide entre les siennes, comme pour lui transmettre de la chaleur. « Il respire encore, maman ?» Sarah se pencha et approcha son visage de sa poitrine. Oui, le cœur battait encore. Quand l'opératrice répondit, Sarah hurla l'adresse, mais la voix à l'autre bout du fil était trop calme, posant des questions sans fin. « Prend-il des médicaments ? A-t-il une pièce d'identité ? Est-ce une de vos connaissances ? Je n'en sais rien. Venez vite, pour l'amour de Dieu. » La communication coupa. Plus de batterie. Sarah jura à voix basse et regarda sa fille, qui continuait de tenir cette main comme si c'était la chose la plus importante au monde. 5 minutes passèrent. 10.
15. Le soleil continuait de monter, l'ambulance n'arrivait pas. Quelques curieux formèrent un cercle, mais personne n'aidait vraiment. C'est un livreur à scooter qui s'arrêta enfin. Un jeune homme avec un casque rouge laissa son scooter au milieu de la rue. Il regarda Olivier, vérifia sa respiration, prit son portefeuille et trouva sa carte de mutuelle. Il a une bonne mutuelle. Je vais les appeler directement. Le jeune homme passa l'appel, et 3 minutes plus tard, une ambulance privée tourna au coin de la rue, la sirène déchirant l'air. Les ambulanciers furent rapides. Ils prirent sa tension, lui mirent de l'oxygène, préparèrent le brancard. Au moment de l'emporter, Léa ne voulait toujours pas lâcher sa main. Ses petits doigts étaient entrelacés dans ses doigts froids. « Il va aller bien, monsieur ?» demanda la fillette, les yeux rouges, la voix étranglée par les sanglots. « On va très bien s'occuper de lui, petite. Tu as été très courageuse de ne pas le laisser seul. » Sarah attira sa fille et la serra dans ses bras, tandis qu'elle regardait l'ambulance s'éloigner. Les curieux se dispersèrent, retournant à leur vie. À ce moment-là, Sarah ne savait pas que cet homme allait changer leur vie. Elle ne savait pas non plus que, dans cette ambulance, Olivier Dubois était emmené loin d'une décision irréversible qu'il avait prise ce matin-là. Une décision qu'il portait dans sa poche sous la forme d'un flacon rempli de comprimés qui n'auraient jamais dû être pris tous en même temps. Cette nuit-là, Léa et Sarah dormirent sous les arcades à côté du marché, comme elles le faisaient depuis plus de 2 ans. Sarah avait réussi à trouver 2 grands cartons pour leur servir de matelas. La fillette se blottit dans les bras maigres de sa mère, partageant l'unique couverture fine et trouée. Le bruit de la rue ne cessait jamais à Marseille. Léa y était habituée, mais cette nuit-là, elle était agitée. « Tu crois que le monsieur va bien, maman ?» Sa petite voix sortit à peine. Sarah serra sa fille, sentant son petit corps trop maigre à travers sa robe. Elle garda les yeux fixés sur le ciel sans étoiles de Marseille. Elle n'avait pas de réponse. Comment aurait-elle pu? Elle ne savait pas si l'homme avait une famille, s'il y avait quelqu'un à l'hôpital en ce moment. Elle n'avait que la fatigue d'une autre journée à fouiller les poubelles, le mal de dos qui ne passait jamais, les mains abîmées. Et il y avait la peur constante qu'un jour Kevin revienne, ivre et violent. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle avait aussi une étincelle de quelque chose de différent. Quelque chose de petit comme l'espoir que peut-être avoir aidé cet homme pouvait signifier quelque chose. Peut-être que Dieu regardait, peut-être qu'il y avait un sens à continuer de se battre. « Il va aller bien, mon amour », mentit doucement Sarah en embrassant le front de sa fille. « Tu as été si courageuse aujourd'hui. » Léa finit par s'endormir, sa respiration devenant lente. Sarah resta éveillée 1 heure de plus, regardant le visage de sa fille éclairé par la lumière des lampadaires, pensant à quel point cet enfant avait un cœur si grand, comment elle pouvait encore se soucier des étrangers alors que la vie avait été si dure avec elle. Ce que Sarah ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans la clinique privée des quartiers sud, Olivier venait de se réveiller dans un lit d'hôpital. Ses yeux s'ouvrirent lentement, sa vision était floue. Il cligna des yeux pour essayer de faire le point, sentant sa gorge sèche, un goût amer dans la bouche. Il y avait des perfusions dans son bras, un moniteur qui bipait à côté. Il tenta de comprendre où il était, ce qui s'était passé. La dernière chose dont il se souvenait, c'était de marcher sous le soleil de plomb, de la chaleur insupportable, de la sensation de poids sur la poitrine qui n'avait rien à voir avec des problèmes cardiaques et tout à voir avec la décision qu'il avait prise. La décision que tout devait s'arrêter. Et puis, un souvenir confus commença à revenir par éclairs. Une voix fluette l'appelant, le tirant d'un endroit sombre, de petites mains secouant son bras avec urgence. Un contact désespéré pour ne pas le laisser disparaître. Une infirmière en blouse blanche entra dans la chambre et sourit en le voyant réveillé. « Ah, vous êtes réveillé. Quelle bonne nouvelle. Je vais appeler le docteur. » Qu'est-ce qui m'est arrivé? La voix d'Olivier était rauque. Vous avez fait un arrêt cardiaque, monsieur Dubois, un arrêt assez sérieux. Vous avez eu beaucoup de chance d'être dans un endroit fréquenté.
Si ce n'était pas pour la petite fille qui est restée avec vous jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, si elle n'avait pas appelé à l'aide. » L'infirmière ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. Quelle petite fille! Olivier sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une toute petite fille, très courageuse. L'équipe a dit qu'elle ne voulait pas lâcher votre main. Elle pleurait, vous suppliant d'aller bien. Ça devait être votre petite fille, non? Quel amour d'enfant! Olivier ferma les yeux avec force, et pour la première fois depuis des mois, depuis que tout avait commencé à s'effondrer, quelque chose qui n'était pas du désespoir envahit sa poitrine. C'était confus, indéfinissable. Un mélange de gratitude, de honte, de stupeur. Une enfant inconnue avait refusé de le laisser mourir seul. Une petite fille qui n'avait aucune raison de s'en soucier, qui avait probablement ses propres problèmes, avait choisi de rester là, de lui tenir la main, de crier à l'aide quand tout le monde passait avec indifférence. Et lui, Olivier Dubois, propriétaire d'une manufacture de maroquinerie, homme respecté à Marseille, père de famille, avait été prêt à tout ficher en l'air. Il avait été prêt à abandonner. L'infirmière quitta la chambre et Olivier resta seul avec ses pensées. Il regarda le plafond blanc de l'hôpital, sentant les larmes couler au coin de ses yeux. Ses petites mains sales qui ne l'avaient pas laissé partir. Cette voix fluette qui le suppliait de se réveiller. Une enfant de 4 ou 5 ans tout au plus, qui avait plus de courage et de compassion que des dizaines d'adultes passés à côté de lui sans un regard. Il ne connaissait pas son nom, ne savait pas d'où elle venait, mais il savait qu'il devait la retrouver. Il devait la remercier. Il devait comprendre pourquoi elle s'était souciée de lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Et peut-être, juste peut-être, il devait comprendre pourquoi il était encore en vie, alors qu'il était certain de vouloir être mort. Olivier sortit de l'hôpital 3 jours plus tard avec une liste de médicaments, des recommandations médicales strictes et la carte d'un cardiologue à consulter chaque semaine. Martine, sa femme de 55 ans, vint le chercher en silence, conduisant dans les rues de Marseille avec une expression qui mêlait soulagement et ressentiment. Elle ne posa aucune question sur ce qui s'était passé ce matin-là et Olivier n'offrit aucune explication. Leur mariage de 35 ans était devenu cela. 2 étrangers partageant le même toit, ne parlant que de sujets pratiques, évitant de se regarder trop longtemps. « Julien est à l'usine pour régler les problèmes que tu as laissés s'accumuler », dit Martine, en se garant devant l'immeuble où il vivait. Sa voix avait ce ton accusateur qu'Olivier connaissait si bien. Il se contenta de hocher la tête et sortit de la voiture, portant le sac avec ses affaires. Dans l'ascenseur, seul, il appuya sa tête contre le mur froid et ferma les yeux. 3 jours à l'hôpital et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était cette petite fille, ses petites mains tenant les siennes, cette voix fluette le suppliant d'aller bien. Le lendemain, Olivier n'alla pas à l'usine. Pour la première fois en 20 ans, il mentit à Martine, dit qu'il avait un rendez-vous médical et partit en voiture vers le centre-ville. Il se gara près du marché et commença à marcher, à chercher. Il ne connaissait pas le nom de la fille, ne savait pas où elle vivait, mais il savait à peu près où il s'était évanoui. Ses yeux parcouraient chaque visage sur les trottoirs, chaque enfant qui passait. Il marcha 4 heures sous le soleil de plomb, s'arrêtant à chaque coin de rue jusqu'à ce qu'il la voie enfin. Léa était au même endroit, assise sur le même trottoir, avec le même gobelet cabossé dans les mains. Sa robe rose était encore plus sale que dans son souvenir, et elle avait une égratignure au genou qui semblait récente. Quand leurs regards se croisèrent, la fillette écarquilla ses yeux marrons de stupeur. « C'est le monsieur qui est tombé !» Elle se leva d'un bond, le gobelet tombant par terre avec un tintement. Olivier s'agenouilla sur le trottoir, sans se soucier de salir son costume cher. De près, il pouvait mieux voir la fillette qui lui avait sauvé la vie. Les cheveux châtains emmêlés, le visage trop fin, les ongles cassés. Mais c'étaient les yeux qui attiraient le plus l'attention, des yeux qui semblaient trop grands pour ce petit visage, des yeux qui avaient déjà vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. « Vous êtes guéri !» Léa sourit, et c'était un sourire authentique, sans peur, sans malice. « Je le suis. Grâce à toi. » La voix d'Olivier était étranglée par l'émotion. « Tu m'as sauvée, petite. Tu le sais, ça ?»
La fillette haussa les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. Vous aviez besoin d'aide. Il faut toujours aider, non? C'est ce que dit ma maman. Ta maman? Olivier regarda autour de lui. Où est-elle? Elle fait les poubelles là-bas. Léa pointa du doigt l'autre côté de la place, où Sarah poussait son chariot rouillé. Olivier sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle faisait les poubelles. La mère de la fille qui lui avait sauvé la vie fouillait les poubelles pour survivre. Il regarda de nouveau Léa, le gobelet par terre avec quelques pièces, et il comprit. Elle vivait de ça, de ces pièces, de ce qu'elle trouvait. Comment tu t'appelles? Léa. Et vous, Olivier? Il lui tendit la main formellement, et la fillette rit de ce geste d'adulte, mais serra sa main avec ses petits doigts. Léa, je dois aussi remercier ta mère. Je peux? La fillette hésita. Elle n'aime pas trop parler aux inconnus. Elle a peur. Peur de quoi? Léa baissa les yeux, perdant un peu de sa spontanéité. De Kevin? Il est méchant. Il battait ma mère avant qu'on vienne vivre ici. Olivier sentit la colère monter, mais il contrôla sa voix. Vous vivez où, Léa? Sous les arcades. Près du marché. C'est bien parce qu'il y a un toit quand il pleut. Elles vivent sous les arcades. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Olivier. Une enfant de 4 ans dormant dans la rue. Il avait prévu de se suicider alors que des gens, des enfants, se battaient juste pour avoir un endroit chaud où dormir. Sarah remarqua un homme qui parlait à sa fille et lâcha son chariot en courant. Elle arriva essoufflée, se plaçant entre Olivier et Léa avec une expression défensive. « Léa, viens ici. » Sa voix était dure, protectrice. « Maman, c'est le monsieur qui est tombé. Il est guéri. » Sarah regarda Olivier plus attentivement et la reconnaissance apparut dans ses yeux. « Vous? Vous allez bien? » « Je vais bien, grâce à vous. » Olivier se releva, époussetant ses genoux. « Je voulais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. C'est Léa qui n'a pas voulu bouger de vos côtés. » Sarah attira sa fille près d'elle. Un geste de protection automatique. « Je sais, et je suis venu vous remercier et vous proposer de l'aide si vous acceptez. » L'expression de Sarah changea immédiatement, se refermant. « On n'a pas besoin d'aide. » « Maman, » commença Léa, mais Sarah lui serra l'épaule. « Pas besoin, Léa. » Elle regarda Olivier avec une fierté blessée. « On se débrouille seul. On s'est toujours débrouillé. » Olivier reconnut cette expression. C'était l'expression de quelqu'un qui avait été déçu tant de fois, qu'il avait appris à n'attendre rien de personne. « Je comprends. Mais j'aimerais au moins vous offrir un goûter. Ce n'est pas la charité. C'est de la gratitude. S'il vous plaît. » Sarah hésita. Léa regarda sa mère avec ses grands yeux pleins d'espoir. « On n'a pas encore mangé aujourd'hui, maman. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac d'Olivier. « Pas encore mangé aujourd'hui. Il était midi. »« D'accord. » céda Sarah à contre-cœur. « Mais juste un goûter. » Olivier les emmena dans une boulangerie simple près du marché. Il commanda 2 sandwichs, des frites, du jus. Il vit Léa dévorer la nourriture avec une faim qui lui brisa le cœur. Il vit Sarah manger lentement, presque avec honte. Elles avaient faim, vraiment faim. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue ?» demanda Olivier doucement. Sarah s'essuya la bouche avec la serviette. « 2 ans et 3 mois, depuis que j'ai fui Kevin. Il vous battait ?» Elle hocha simplement la tête, les yeux fixés sur son assiette. Léa continuait de manger, inconsciente de la conversation des adultes, mais d'Olivier remarqua qu'elle était devenue plus silencieuse quand le nom de Kevin fut mentionné. « Vous avez de la famille? Quelqu'un qui pourrait vous aider? Ma famille m'a mise à la porte quand je suis tombée enceinte à 18 ans. Je n'ai pas voulu épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi. » Sarah but une gorgée de jus, et la famille du père de Léa n'a jamais voulu entendre parler d'elle. On n'a que l'une l'autre. Olivier voulut dire tant de choses, offrir tant de solutions, mais il vit à l'expression de Sarah qu'elle n'était pas prête. Alors il dit simplement « Je peux revenir demain? Apporter quelques affaires pour Léa? Des vêtements peut-être? » « Pourquoi voulez-vous faire ça ?» demanda Sarah avec méfiance. « Parce qu'elle m'a sauvé et parce que... »
Olivier s'arrêta, cherchant les mots justes, parce que j'étais dans un endroit très sombre ce jour-là, si sombre que je ne voyais pas d'issue. Et quand je me suis réveillé, et que j'ai su qu'une enfant s'était souciée de moi, alors que personne d'autre ne l'avait fait, ça a changé quelque chose en moi. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Sarah l'étudia un long moment. Vous pouvez revenir, mais n'apportez rien de cher, et ne faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Léa a déjà trop souffert dans sa vie pour croire aux gens qui disparaissent. Je ne disparaîtrai pas, promit Olivier. Il revint le lendemain avec un sac de vêtements neufs pour Léa, tout simple comme Sarah l'avait demandé. Il revint le jour d'après avec de la nourriture. Et le suivant, et le suivant. Pendant 2 semaines, Olivier rendit visite à Léa et Sarah tous les jours, apportant toujours quelque chose de petit, toujours respectueux, n'étant jamais trop envahissant. Martine commença à demander où il allait, et Olivier mentit, disant qu'il faisait de la kinésithérapie. Julien, son fils de 32 ans, remarqua que son père était différent, plus léger peut-être, mais aussi plus distant. À l'usine, Olivier semblait désintéressé des problèmes qui le consumaient autrefois, les dettes, les fournisseurs qui réclamaient leur dû, les employés qui se plaignaient. Tout semblait moins important maintenant. La 3e semaine, Olivier arriva sous les arcades et trouva Léa en larmes. Sarah était assise par terre, la tête entre les mains, le corps tremblant. Kevin était venu. Il les avait retrouvés. Il a tout pris, sanglota Léa. L'argent qu'on avait gardé, la couverture, même le gobelet. Olivier sentit la rage exploser en lui. Il regarda Sarah, vit le bleu qui se formait sur son bras et prit une décision. « Venez avec moi », dit-il fermement. « Où ça ?» Sarah leva ses yeux rougis. « Je vais vous payer une chambre. Ne discutez pas. Ce n'est pas la charité, c'est pour votre protection. Cet homme peut revenir et vous faire du mal. Je n'accepte pas, se leva Sarah en chancelant. Je ne veux rien devoir à personne. Alors vous ne me devrez rien. Considérez ça comme un prêt. Un jour, vous me rembourserez, quand vous le pourrez. » Olivier tendit la main. « S'il vous plaît, pour Léa. » Sarah regarda sa fille, vit son petit visage marqué par les larmes, vit la peur dans ses yeux marrons, et quelque chose en elle se brisa. La chambre se trouvait à l'arrière d'une maison, dans le quartier Saint-Loup, une petite pièce avec des toilettes partagées sur le palier. Il y avait un lit simple, une plaque de cuisson à 2 feux et une fenêtre donnant sur une cour pleine de linge étendu. Pour Sarah et Léa, eux qui avaient passé plus de 2 ans à dormir sur du carton, c'était un palais. Olivier paya 3 mois d'avance à Madame Agnès, la propriétaire, une dame de 63 ans qui faisait des gâteaux à vendre et sentait toujours la cannelle. Il acheta le nécessaire, 2 couvertures neuves, quelques assiettes, des casseroles, des vêtements simples pour elles deux. Sarah accepta tout en silence, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler devant lui. « Je vous rembourserai », répéta-t-elle pour la 5e fois, en rangeant les vêtements sur l'unique étagère de la chambre. « Je sais », répondit Olivier, bien qu'il se fichât qu'elle le rembourse ou non. Voir Léa sauter sur le lit, riant pour la première fois depuis qu'il la connaissait, était un paiement suffisant. Pendant le 1er mois, une routine s'installa. Olivier rendait visite à Léa 3 fois par semaine, apportant toujours quelque chose à manger, ne restant jamais plus d'1 heure. Sarah trouva quelques petits boulots de ménage, se levant à 5 heures du matin pour prendre 2 métros et un bus et gagner 50 € pour une journée de travail acharnée. Léa restait avec Madame Agnès, qui s'était attachée à la fillette et commença à lui apprendre les couleurs, les chiffres, les comptines. Chez lui, Olivier affrontait la tempête qu'il savait inévitable. Martine trouva un reçu de loyer qu'il avait oublié dans la poche de son pantalon. « C'est qui, Sarah Lefèvre ?» lança-t-elle en jetant le papier sur la table du petit déjeuner. « Et pourquoi tu lui paies un loyer ?» Olivier reposa lentement sa tasse de café sur la soucoupe. « C'est la mère de la petite qui m'a sauvé. Elles étaient à la rue. J'ai juste voulu aider. »« Aider » répéta Martine, la voix glaciale. « Tu aides une inconnue pendant que ta propre famille s'effondre. De quoi tu parles? De quoi je parle? Olivier, tu me regardes à peine depuis des mois.
Tu ne parles pas à Julien, tu vis dans ton monde, et maintenant je découvre que tu dépenses notre argent avec des étrangères. C'est mon argent, répondit Olivier avec un calme qu'il ne ressentait pas. Et ce ne sont pas des étrangères. Cet enfant m'a sauvé. Elle ne t'a rien sauvé du tout. C'était juste une coïncidence, et tu utilises ça comme excuse pour fuir ta vraie vie. Martine se leva en faisant claquer sa chaise. Je sais que tu ne m'aimes plus. Je sais que notre mariage est un mensonge depuis des années. Mais ça, Olivier, c'est humiliant. Ça ne te concerne pas. Tout me concerne quand c'est mon mari qui dépense de l'argent avec une autre femme et sa fille. Ce n'est pas ça, tenta d'expliquer Olivier, mais Martine avait déjà quitté la cuisine en claquant la porte de la chambre. Julien se présenta à l'usine le lendemain. Il trouva son père au bureau, penché sur une pile de factures impayées qu'il ignorait depuis des semaines. « Il faut qu'on parle » dit Julien, en tirant une chaise et en s'asseyant sans y être invité. Il avait les yeux de sa mère, ce vert clair qui virait au gris quand il était en colère. « Maman m'a parlé du loyer, de la femme et de sa fille. Et je veux savoir ce qui t'arrive. Tu n'es plus le même depuis ce jour où tu t'es évanoui. Tu te fiches de l'usine, tu te fiches de la famille. Tu as une liaison ? Pour l'amour de Dieu, Julien. Elle a 29 ans, j'en ai 58. Ça ne répond pas à ma question. » Olivier expira lentement. « Je n'ai aucune liaison. J'essaie d'aider 2 personnes qui en ont besoin. C'est tout. Pourquoi ? Pourquoi tu t'en soucies autant ?» Olivier garda le silence un long moment. Comment expliquer à son fils que le jour où il s'était évanoui, il allait se suicider? Comment expliquer que cette petite fille avait fait quelque chose que sa propre famille n'avait pas réussi à faire, lui donner envie de continuer à vivre, parce que j'en ai besoin, fut tout ce qu'il dit. Julien secoua la tête. « Tu sais que ça va mal ici, n'est-ce pas? On doit licencier 5 autres employés la semaine prochaine. Les fournisseurs menacent de nous couper les crédits, et toi, tu dépenses de l'argent avec des étrangères. Je vais régler ça, mentit Olivier. Ah oui, parce que jusqu'à présent, tu n'as rien réglé du tout. Tu ne fais que fuir. » Après que Julien soit sorti en claquant la porte, Olivier resta seul au bureau. Il savait que son fils avait raison. L'usine coulait. Son mariage était fini. Il fuyait. Mais pour la première fois depuis des années, quand il rendait visite à Léa et voyait ce sourire authentique, il ne sentait pas le poids écrasant qu'il portait chaque jour. Pendant 1 heure, il ne pensait pas à abandonner. La 4e semaine, Olivier arriva pour sa visite et trouva Sarah assise sur le bord du lit, pleurant doucement. Léa n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Léa? Elle est avec Madame Agnès. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Sarah s'essuya le visage avec le dos de la main. J'ai trouvé un emploi fixe dans une clinique vétérinaire. Le nettoyage, mais c'est un CDI. C'est génial. Olivier s'assit à côté d'elle. Pourquoi tu pleures? Parce que je vais pouvoir te rembourser tout, chaque centime. Les larmes continuaient de couler. Je n'ai jamais rien eu à moi dans la vie. Toujours dépendre de quelqu'un. De mon père, de Kevin, de toi. Et maintenant, je vais avoir mon propre argent. Je vais pouvoir m'occuper de ma fille toute seule. Olivier sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, de la fierté. Elle était fière. Tu n'as jamais été une ratée, Sarah. Tu as maintenu ta fille en vie pendant 2 ans dans la rue. C'est de la force. Ça ne ressemblait pas à de la force, plutôt à du désespoir. Elle se moucha. Mais maintenant, ça va être différent. Tu commences quand? Lundi, de 8h à 17h. Madame Agnès a dit qu'elle pouvait garder Léa pendant la journée. Elle demande 200 € par mois. C'est merveilleux, Sarah. Vraiment. Elle le fixa enfin. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Vraiment. Je sais que ce n'est pas que de la gratitude. Olivier pensa à mentir, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui exigeait l'honnêteté. Parce que le jour où je me suis évanoui, je venais d'acheter assez de médicaments pour ne plus jamais me réveiller. J'allais rentrer chez moi pour le faire. Et puis, je suis tombé, et Léa ne m'a pas laissé partir. Elle m'a tenu la main et m'a ramené. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital et que j'ai su ça, j'ai réalisé que si une enfant de 4 ans qui n'a rien pense encore que la vie vaut la peine d'être vécue,
Alors peut-être que je devrais le penser aussi. Sarah resta silencieuse, digérant ses paroles. Vous alliez vous tuer? Oui. Pourquoi? Parce que je me sentais comme un échec. L'usine est en faillite. Mon mariage est mort depuis des années. On ne fait que semblant. Mon fils me regarde avec déception. Et j'étais fatigué. Si fatigué. Et maintenant? Maintenant, je suis toujours fatigué. Mais j'ai une raison de me lever le matin. Voir que Léa va bien, voir que tu t'en sors, ça me donne quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Sarah tendit la main et toucha son bras. Un geste simple mais plein de sens. Alors, on se sauve l'un l'autre. Je crois bien. Cette nuit-là, Martine attendait Olivier dans le salon quand il rentra. Elle avait une petite valise à côté du fauteuil. Les lumières du salon étaient éteintes. Seule la lampe de chevet éclairait son visage fatigué. « Je vais passer quelques jours chez ma sœur », annonça-t-elle sans le regarder. « J'ai besoin de réfléchir, à nous, à tout, à savoir s'il y a encore un sens à continuer de prétendre que nous sommes un couple. » Martine. « Non. » Elle leva la main pour l'arrêter. « Tu ne m'aimes plus. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Et j'ai passé tellement de temps à essayer que tu me vois, que tu me remarques, que j'ai oublié de me demander si je t'aime encore, moi aussi. Si j'ai encore envie de me réveiller chaque jour à côté d'un homme qui me regarde à peine. Alors je vais partir quelques jours, et quand je reviendrai, on décidera de ce qu'on fait. Tu veux qu'on se sépare. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que je n'en peux plus de vivre comme ça. » Elle prit sa valise et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna pour le regarder une dernière fois. Cette femme, Sarah. « Tu es amoureux d'elle? » ?»« Non, » répondit Olivier avec honnêteté. « Ce n'est pas ça, alors c'est quoi? C'est une bouée de sauvetage. Pour moi et pour elle. Je crois qu'on s'est trouvés parce qu'on était tous en train de se noyer. » Martine hocha lentement la tête, comme si elle comprenait enfin quelque chose. « J'espère qu'elle te sauvera, alors, parce que moi, je n'y arrive plus. » Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Olivier resta seul dans l'appartement vide, dans le silence qui était autrefois brisé par les pas de Martine. Le son de la télévision, les petits bruits d'une vie partagée. Il aurait dû se sentir triste, perdu. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était une fatigue profonde et la certitude que son mariage était terminé bien avant cette nuit. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô, Olivier ?» C'était Sarah, la voix tendue. « Pouvez-vous venir? C'est urgent. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« C'est Kevin. Il a découvert où on est. » Olivier arriva dans le quartier Saint-Loup en 15 minutes, conduisant plus vite qu'il n'aurait dû. Il trouva Sarah et Léa enfermées dans la chambre, la fillette serrée contre sa mère, toutes deux tremblantes. Madame Agnès était sur le pas de la porte avec un balai à la main, furieuse. Ce salaud est venu ici ivre, en hurlant. Il voulait défoncer la porte, raconta-t-elle à Olivier. Je l'ai menacé d'appeler mon gendre, qui est costaud, et il est parti. Mais il a dit qu'il reviendrait. Olivier frappa à la porte de la chambre. « Sarah, c'est moi. Ouvre !» La porte s'ouvrit lentement. Sarah avait les yeux rouges, Léa agrippée à ses jambes. La fillette courut vers Olivier dès qu'elle le vit. « Tonton Olivier, le méchant homme est venu !» sanglota-t-elle contre sa poitrine. « Il a crié sur ma maman. Je sais, petite, mais maintenant je suis là. » Il regarda Sarah par-dessus la tête de Léa. « Vous ne pouvez pas rester ici. Il sait où vous êtes. Où est-ce que je vais aller ?» demanda Sarah, la voix brisée par le désespoir. « Je n'ai personne. Je n'ai pas d'argent pour un autre endroit. » Olivier réfléchit vite. Son appartement était vide. Martine était partie. « Vous allez rester dans mon appartement, temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu vas le faire. Pour Léa. » Il se pencha pour regarder la fillette dans les yeux. « Tu veux venir à la maison de tonton, Olivier? Là-bas, c'est en sécurité. » Léa hocha la tête, toujours accrochée à lui. Sarah regarda sa fille et céda. 22 minutes plus tard, elles étaient dans l'appartement de 3 chambres dans un quartier chic de Marseille. Léa resta bouche bée,
en voyant la taille du salon, la grande télévision, la cuisine propre et bien rangée. « C'est très grand », murmura-t-elle, émerveillée. Olivier prépara la chambre d'amis pour elle, changea les draps, mit des serviettes propres dans la salle de bain. Sarah resta sur le seuil, visiblement mal à l'aise avec tant de luxe autour d'elle. « C'est juste jusqu'à ce qu'on trouve un autre endroit », répéta-t-elle comme un mantra. « Il n'y a pas d'urgence. » Olivier réalisa qu'il aimait cette maison pleine de vie, le son des petits pas de Léa explorant les pièces. Les jours suivants, une étrange routine s'installa. Sarah se levait tôt, allait travailler à la clinique vétérinaire. Olivier emmenait Léa chez Madame Agnès, puis allait à l'usine. Le soir, ils dînaient tous les trois ensemble, des conversations simples sur leur journée. C'était presque une famille, mais ça ne l'était pas. C'étaient 3 personnes blessées essayant de guérir. Julien se présenta à l'appartement le jeudi sans prévenir. Il regarda Sarah servir le dîner, Léa assise à table avec un livre de coloriage, et son visage se ferma. « Je peux te parler ?» Il entraîna son père dans le bureau, dans la chambre, seul. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il y a une femme qui vit ici. Et sa fille? Maman est partie depuis 1 semaine et tu l'as déjà remplacée. » Ce n'est pas ça. Elles étaient en danger. Son ex-compagnon est violent. Et en quoi c'est ton problème? Julien était rouge de colère. Pourquoi tu dois sauver tout le monde sauf ta propre famille? J'ai essayé de vous sauver pendant des années, répondit Olivier avec un calme qui le surprit lui-même. J'ai essayé d'être le mari parfait, le père parfait. J'ai tellement travaillé que j'ai failli me tuer, littéralement. Et personne n'a remarqué que j'étais en train de me noyer. Alors c'est de notre faute, c'est de ma faute si tu fais une crise de la quarantaine. Ce n'est la faute de personne, c'est juste la vérité. Je mourais de l'intérieur et personne ne l'a vu. Mais cette petite fille, elle l'a vu. Cet enfant de 4 ans qui n'avait rien s'est soucié de moi quand tout le monde est passé à côté. Julien secoua la tête. Tu es obsédé, tu as perdu la tête. Peut-être, ou peut-être que je l'ai retrouvé pour la première fois depuis des années. Julien partit en claquant la porte. Olivier retourna dans le salon et trouva Sarah debout, nerveuse. « J'ai entendu. On doit partir. On est en train de détruire votre famille. Ma famille était déjà détruite. » Olivier s'assit sur le canapé, fatigué. Depuis longtemps, Léa s'approcha de lui avec son livre de coloriage. « Tonton Olivier, tu es triste ?» Il prit la fillette sur ses genoux. « Un peu petite. Quand je suis triste, ma maman me fait un câlin. Ça marche à tous les coups. » Elle serra son cou de toutes ses forces. Olivier sentit ses yeux lui piquer, une enfant de 4 ans lui apprenant le réconfort. La présence, l'importance de se soucier des autres. Le 1er mois passa. Sarah se distingua au travail, son intelligence naturelle impressionnant le propriétaire de la clinique. Il la promut assistante administrative, augmentant son salaire. Léa commença dans une école maternelle du quartier où elle apprit à écrire son nom. Martine appela une fois, dit qu'elle réfléchissait encore, qu'elle avait besoin de plus de temps. C'est Madame Agnès qui appela pour prévenir. Kevin était retourné dans le quartier Saint-Loup, cherchant Sarah. Il était plus agressif, plus ivre, menaçant quiconque il voyait. La vieille dame avait peur. Olivier songea à y aller, à confronter l'homme, mais Sarah l'en empêcha. « Il est violent, il pourrait te blesser. Je n'ai pas peur de lui. Mais moi, j'ai peur. Pour toi. » Sarah lui saisit le bras. « Tu as déjà fait bien plus que suffisant pour nous. Je ne te laisserai pas te faire blesser à cause de moi. » Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, Sarah et Olivier restèrent sur le balcon de l'appartement. La ville scintillait en contrebas, pleine de vie qui se déroulait. « Je vais économiser et louer un autre endroit, » dit Sarah. « Loin d'ici, loin de Kevin. Tu n'as pas besoin de fuir. Si, il n'arrêtera jamais. Il pense que je suis sa propriété. » Elle regarda ses propres mains. « Mais pour la première fois de ma vie, je sais que je vais y arriver. J'ai un emploi, de l'argent de côté, de l'espoir. C'est plus que ce que j'ai eu depuis des années. Vous allez me manquer. » Sarah sourit tristement. « Toi aussi tu nous manqueras. »
Tu as changé notre vie, Olivier. Je n'oublierai jamais ça. La crise éclata 2 semaines plus tard. L'usine dut licencier la moitié des employés. Julien prit la direction, essayant de sauver ce qui restait, mais il regardait son père avec ressentiment. Martine appela pour dire qu'elle voulait la séparation officielle. Tout s'effondrait, mais Olivier ressentait une étrange paix. C'est un dimanche qu'il réunit tout le monde. Il demanda à Sarah de préparer un déjeuner simple, invita Julien et sa femme Sophie. Martine refusa de venir, mais dit que Julien pouvait parler en son nom. Il ne s'attendait pas à ce que son fils accepte, mais Julien vint, peut-être par curiosité. L'ambiance à table était étrange. Julien et Sophie d'un côté, Sarah et Léa de l'autre, Olivier en bout de table. La tension était palpable jusqu'à ce que Léa brise le silence. « Tu es le fils de tonton Olivier ?» demanda-t-elle à Julien avec une curiosité sincère. « Oui », répondit Julien, surpris par la question directe. « Tu as de la chance, il est très gentil. » Quelque chose dans l'expression de Julien changea. Olivier prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Il regarda chaque visage à table. « Le jour où je me suis évanoui dans la rue, je ne rentrais pas chez moi. J'allais me suicider. J'avais acheté assez de médicaments, j'avais écrit des lettres, j'avais tout abandonné. Le silence fut absolu. Julien devint pâle. Sarah porta la main à sa bouche. Je me sentais comme un échec en tant que mari, que père, qu'homme d'affaires. L'usine qui coulait, le mariage qui était mort, toi, Julien, qui me regardais comme si j'étais une déception. Et j'étais si fatigué d'essayer, de faire semblant d'aller bien. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter. Des larmes coulaient sur le visage de Julien. Papa. Mais je me suis évanoui avant. Et quand je me suis réveillé, on m'a dit qu'une petite fille était restée avec moi, me tenant la main, me suppliant d'aller bien. Une enfant qui n'avait aucune raison de s'en soucier. Et ça a brisé quelque chose en moi. Ça m'a fait réaliser que si elle, avec si peu, pensait encore que la vie valait la peine d'être vécue, alors peut-être que je devrais le penser aussi. Olivier regarda Léa, qui l'observait avec ses grands yeux sérieux. Tu m'as sauvée, petite, d'une manière que personne d'autre n'a pu le faire. Tu m'as montré qu'il y a encore de la bonté, qu'il y a encore une raison de se lever chaque jour. Julien se leva de table, alla vers son père et le serra dans ses bras en pleurant. « Pardon, pardon de ne pas avoir vu. Ce n'est pas ta faute. Je l'ai bien caché. » Sophie pleurait aussi. Sarah serrait Léa contre elle. Et là, à cette table étrange, quelque chose guérit. Pas tout, jamais tout, mais assez pour recommencer. Dans les mois qui suivirent, Julien reprit entièrement l'usine, la restructurant avec humilité. Olivier se retira du quotidien, acceptant enfin qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Martine demanda le divorce, et il signa les papiers sans se battre. Il était temps de laisser partir. Sarah trouva une petite maison à louer, mais Olivier lui rendait visite souvent. Léa fêta ses 5 ans et entra dans une vraie école. Kevin disparut après que les voisins de Saint-Loup se soient unis pour lui faire comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. À la fête d'anniversaire de Léa, simple mais pleine d'amour, Olivier regarda autour de lui, Julien jouant avec la reine de la fête, Sarah souriant sincèrement, Madame Agnès apportant un gâteau, et il comprit que le salut ne vient pas de grands gestes, mais de petites mains qui refusent de lâcher les vôtres. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets de vous apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en lui donnant une note de 0 à 10, et merci beaucoup.